Bonjour, Monsieur le recteur. Bonjour, M. Paul-Hubert. Écoutez, merci d'avoir accepté de participer à cette entrevue. Ça fait maintenant presque 2 ans que vous êtes en fonction officiellement. Vous êtes entré au moment où il y avait la pandémie. On a connu le retour en présentiel et puis on a élaboré à l'Université de Montréal un plan stratégique dans les dernières années. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Il y a rarement des surprises dans des conversations comme celle-là parce qu'on connaît un peu l'institution, on connaît un peu les discours qui sont prévalents au sein de l'institution, mais réjoui, je dirais, de ce qu'on a entendu, probablement sur 3 plans. D'abord, on a amorcé, l'équipe de direction a amorcé la réflexion sur le plan stratégique avec une volonté de produire quelque chose qui ne serait pas générique. On voulait quelque chose qui soit distinctif, qui soit vraiment le reflet de la culture, de la configuration de l'Université de Montréal. Un deuxième élément qui est récurrent et qui n'était pas une surprise, mais qui était réjouissant aussi, c'était la volonté des participants, des membres de la communauté, que le plan stratégique reflète un désir d'agilité, de prise de risque, qui était pour moi en tout cas très encourageant. Personne ne voulait qu'on ronronne. Tout le monde voulait que l'université fasse un plan qui l'amène à se dépasser. Et puis, dernier élément que moi j'ai trouvé extrêmement encourageant, réjouissant, c'est la présence très forte des valeurs, de la discussion sur les valeurs de l'université dans le processus de planification stratégique. Ça aussi, c'est assez distinctif. Alors, la planification stratégique considère que la recherche, l'enseignement et les liens avec la communauté se nourrissent mutuellement. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde ça sous l'angle de la formation et de l'enseignement? On va chercher des occasions de faire entrer ces 3 dimensions-là en dialogue. Alors, ça s'appuie sur le fait que, je pense, quand on parle aux étudiantes des expériences les plus fortes vécues sur le campus à l'université, ce sont très souvent des expériences qui engagent à la fois l'apprentissage, la recherche et une quête de sens, si vous voulez, dans ce que l'on fait à l'université par rapport à l'environnement qui nous entoure. Et une des choses que l'on a dites, plusieurs collègues et moi, au cours des discussions sur la planification stratégique, c'est que l'on souhaitait, par exemple, que les collègues chercheurs amènent leur passion pour la recherche, leur activité de recherche dans des contextes universitaires de premier cycle. Et donc, par exemple, qu'on offre aux étudiants, aux étudiantes, des occasions de recherche fondamentale ou appliquée le plus tôt possible dans leur formation au premier cycle. On sait que c'est possible au cycle supérieur, mais le plus tôt possible dans les activités au premier cycle. Donc, par exemple, des participations à des projets de recherche en laboratoire dès que l'occasion se présente ou à des équipes de recherche de terrain dans les disciplines de sciences sociales et de sciences humaines. Encore une fois, pour bâtir sur la caractéristique fondamentale de l'université, qui est la seule institution où ces 3 éléments sont en dialogue. Merci beaucoup. Alors, écoutez, il y a un objectif qui m'interpelle particulièrement. L'objectif 2 consiste à assurer à chaque membre de notre communauté étudiante des expériences de vie académique, pédagogique et pratique fortes afin de l'aider à devenir un acteur d'influence et de changement dans son milieu. Alors, quand on lit ça, quel type d'initiative ou quel type de projet existant pourrait prendre de l'ampleur ou quel type d'initiative ou de projet pourrait naître à partir de cet objectif-là? Bien, il y en a beaucoup. Peut-être je pourrais décrire ça de manière un peu plus générale, sans entrer dans le détail des différents projets, en disant que ce que l'on doit chercher, c'est la plus-value. Je pense, on a eu l'exemple de ça dans le contexte de la pandémie. Où on a fait beaucoup d'apprentissage sur l'enseignement hybride, l'enseignement à distance, l'interaction avec le présentiel. Puis là, je pense qu'on en est à l'étape, c'est vrai à l'Université de Montréal, mais c'est vrai dans beaucoup d'universités, on en est à l'étape où on doit se questionner sur la plus-value de chacune de ces modes d'interaction avec les étudiants. Il faut se demander, à chaque fois qu'on se lève en classe pour donner un cours, quelle est la plus-value là? À quoi ça sert? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai amené les étudiants et les étudiantes dans ma classe? Pourquoi ils sont assis sur un siège? Pourquoi on a gaspillé du carbone pour les amener ensemble? Comment utiliser les ressources technologiques de manière optimale pour alimenter, je dirais, ce que l'on décrivait comme des expériences académiques, pédagogiques et pratiques fortes?
Donc là, on a beaucoup d'expérience qui est tirée de la pandémie. On a parlé aussi d'expérience communautaire. Ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis déjà presque 2 ans, là, qui est l'insertion dans les programmes le plus tôt possible d'occasions de recherche, comme je l'évoquais il y a un moment, mais aussi d'occasions de travail communautaire, d'occasions d'expérience internationale, de mobilité internationale, de manière vraiment intégrée, là, pas comme des accidents de parcours dans un programme, mais comme quelque chose qu'on choisit dès le départ et qu'on structure dès le départ comme des composantes essentielles de la formation qu'on va recevoir, qu'il s'agisse de formation professionnelle ou de formation dans des domaines plus disciplinaires, plus ouverts, moins concentrés sur une carrière éventuelle. Alors tout ça, je pense, l'accent sur la plus-value, l'accent sur les occasions d'apprentissage autres que le siège, les fesses sur un siège dans une salle de cours, dans la réception d'informations, tout ça, je pense, va contribuer à des expériences fortes. Alors, on va se tourner un petit peu sur ce volet-là, le volet des enseignants, des chargés de cours et de l'ensemble des formateurs, peu importe le titre qu'il ou elle porte. En fait, ça veut dire quoi pour chacun des enseignants et formateurs et pour les équipes programmes de procurer des expériences de vie académique, pédagogique et pratique fortes? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis quels sont les défis? Ça veut dire que chacun doit se questionner sur ce qu'il fait au quotidien. Ça, moi, je suis très convaincu de ça. Moi, j'ai enseigné pendant 35 ans, jusqu'à tout récemment. Donc, j'étais debout devant une salle de cours. Là, je n'enseigne pas en ce moment. J'espère pouvoir trouver des moments dans le contexte de mon travail pour le faire parce que c'est vraiment extrêmement gratifiant. Mais je pense que pour parvenir à ça, là, donner des expériences fortes, il faut que les gens qui sont en contrôle de la conversation, parce qu'il faut le dire, là, ce sont les profs et les chargés de cours qui structurent la conversation au sein de l'environnement d'apprentissage qu'ils et elles contrôlent. Il faut que ces gens-là se questionnent. Ils se disent qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est optimal ce que je fais là? On ne peut pas être sur le pilote automatique dans ce cadre-là, répéter les cours année après année, un peu comme on les fait toujours, parce que les attentes ont beaucoup changé. Et il y a beaucoup de profs, je pense, qui sont déjà engagés dans cet exercice, beaucoup de chargés de cours aussi engagés dans cet exercice, pour bâtir sur ce socle-là de gens qui sont très engagés, très désireux de progresser dans la qualité de la formation qui est offerte à la population étudiante. Il faut travailler avec les gens qui sont les plus innovants, les plus introspectifs, les gens qui sont le plus capables de voir où sont leurs propres faiblesses, puis d'apprendre toujours. J'ai un collègue, quand j'étais à l'Université McGill, celui qui m'a recruté, en fait, qui était mon doyen à l'époque, qui a été une personne très importante pour moi dans ma carrière de prof, qui répétait très souvent que chaque interaction avec les étudiants était une occasion d'apprentissage. Puis pas juste pour l'étudiant ou l'étudiante, mais pour le prof aussi. Il appelait ça des teaching moments. Il y a toujours un teaching moment. Et donc, il faut être alerte à ça, il faut être attentif à ça. Et ça veut dire que les gens doivent faire cet effort-là. Et ça veut dire que les gens doivent aussi, puis là, je vais peut-être faire une promo pour le CPU, les gens doivent aussi aller chercher l'information là où elle se trouve. Il y a de l'expertise à l'Université de Montréal sur ce que l'on peut faire pour améliorer l'expérience au Centre de pédagogie universitaire. Parlez-nous un petit peu de la stratégie 3 qui nous parle de créer des environnements physiques et numériques conviviaux qui favorisent la collaboration et une vie universitaire stimulante. Je nous sens interpellé un peu au CPU aussi par cette stratégie-là. Qu'est-ce que vous auriez à en dire? D'abord, des salles de cours qui sont modulaires ou qui peuvent être organisées pour des formes d'enseignement qui sont un peu plus actives, un peu plus stimulantes. Parce que je pense, comme chacun sait, là, parmi les membres du corps enseignant, qu'ils soient profs ou chargés de cours, si l'espace civique est contraignant, on n'arrive pas à faire grand-chose de créatif. Il faut que l'espace se prête à une activité d'enseignement créatif. Donc, il va falloir investir dans les salles de cours. Ensuite, ça passe aussi par les environnements numériques, soutien, environnement numérique d'apprentissage qui soit efficace puis qui servent nos besoins. On a beaucoup appris sur Teams et Zoom les derniers 2 ans, au cours des dernières 2 années, mais il y a beaucoup d'autres choses.
beaucoup d'autres outils, d'autres ressources auxquelles on peut faire appel qui sont plus performants, plus adaptés aux besoins que l'on a. Puis ça, on n'est pas encore là non plus, je pense. Puis la troisième chose, c'est à dessein d'ailleurs que la planification stratégique parle de ça, les environnements de convivialité. Moi, je crois fermement, encore une fois, je l'ai répété souvent, à la nécessité que l'université ne se dématérialise pas, même si c'est possible maintenant qu'elle se dématérialise. Moi, je crois que l'université doit se vivre essentiellement sur le campus, avec des gains qu'on peut faire par la technologie numérique, mais elle doit se vivre essentiellement sur le campus. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut que ce soit le fun de venir sur le campus. Hein? Il faut qu'il y ait des espaces où on a envie d'aller. Il faut qu'il y ait des coins dans l'université où on se sent à l'aise, confortable pour interagir avec les autres, puis faire l'apprentissage dans des contextes informels qui servent l'apprentissage dans sa globalité, puis pas juste dans les interactions en salle de cours. On a des bons exemples de ça dans le travail qui a été fait dans nos bibliothèques. Je pense que les bibliothèques se sont transformées beaucoup au cours de la dernière décennie. Il y a d'autres transformations à venir. Mais ça donne une idée, je pense, de ce à quoi on doit aspirer, là, des espaces où les gens peuvent, encore une fois, se sentir confortables, à l'aise, ont envie d'y aller. Il va falloir qu'on bâtisse un campus non seulement durable, conforme à nos attentes en termes de transition écologique, mais un campus où les gens auront envie de venir. Parce que si je crois fermement que ça se passe sur le campus, il faut qu'il y ait du monde sur le campus. Alors, M. Jutra, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette entrevue. Ça me fait grand plaisir. C'est un moment très agréable pour moi. J'espère qu'on aura d'autres occasions de le faire ensemble.